Monsieur le ministre, bonjour. Bonsoir Darius, bonjour. Vous publiez Le désir et la chance, votre vie comme ministre de la Culture. On va l'évoquer, parler de vous, du pouvoir avec Nicolas Sarkozy, de l'année Jean-Jacques Rousseau, de bien d'autres choses. Bientôt 3 ans que vous êtes ministre, mais vous êtes dans la familiarité des gens depuis quelques décennies. Des artistes, d'un certain nombre d'artistes. Non, oui. du grand public, comme auteur de documentaires, comme animateur, comme écrivain. Est-ce que vous avez changé ? Non, non, j'ai pas du tout changé. J'ai le sentiment, en faisant ce que je fais, de continuer à faire tout ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai toujours été un peu double. J'ai à la fois écrit des livres, tourné des films, fait des émissions de télévision, et puis aussi soutenu des artistes. J'ai été président de l'Avance sur Recette, qui est une commission très importante qui aide le cinéma. J'ai été commissaire d'années étrangères en France. Bien avant, dès l'âge de 22 ans, j'ai eu des salles de cinéma qui présentaient des films de répertoire. Vous avez tout fait, hein, dans la gestion, dans la création. Pas mal de choses, ouais. Mais quand même, on vous scrute, on regarde votre regard, le grain de votre voix que tout le monde a dans l'oreille. Entre le Mitterrand bohème, un télo sans le sou, et le ministre qui est là. Je crois qu'on est dans une salle du frère de Napoléon. Le ministre est toujours bohème, un télo et sans le sou, vous savez. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé parce que, au fond, ce portrait que vous brossez est à la fois exact et incomplet. J'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai toujours été très sérieux, en fait. Et je pense que ça m'a donné un socle qui m'a permis de passer d'un emploi à un autre. Les artistes au pouvoir souvent se trompent, s'égarent. Vous avez voulu conjurer ça, il y a eu des Chateaubriand. Non, j'ai fait des gaffes. J'ai fait des gaffes, un certain nombre de gaffes. Plutôt des gaffes ou de comportement ou de communication, comme au tout début, quand j'ai annoncé que j'allais être ministre, alors qu'en fait, je ne l'étais pas encore. Vous vous êtes dit plus jamais de gaffes ? Je me suis dit, je vais essayer de limiter les dégâts, en tout cas. Le titre, votre titre dit bien les choses, hein, Le désir et la chance. Le désir, vous l'avez eu incontestablement quand on a fait tant de choses différentes. Et la chance, c'est de pouvoir, transformer cela en quelque chose d'autre. Ça se provoque, ça se provoque, la chance ? Je ne l'ai pas provoqué. J'ai simplement fait ma candidature pour obtenir la direction de la Villa Médicis. J'ai d'ailleurs fait d'une manière très, très modeste, sans me faire pistonner, comme on dit, par qui que ce soit, en présentant mon dossier, en subissant tous les éliminatoires. Vous partiez connu, mais c'est vrai que vous racontez des scènes étonnantes. Partir connu était plutôt un désavantage. Et bon, à partir du moment où j'ai obtenu la Villa Médicis en l'ayant gagnée, et après quelques mois à la Villa Médicis, où tout d'un coup on a recommencé à parler beaucoup de la Villa Médicis, où on a eu le sentiment qu'il s'y passait beaucoup de choses, à partir de ce moment-là, bon, il y a eu un acquis. Mais je n'ai pas candidaté pour devenir ministre de la Culture. Je n'ai jamais imaginé qu'on me le proposerait. Vous racontez la scène étonnante, hein, Nicolas Sarkozy qui vous convoque. Vous ne vous attendez pas à ça, hein, pas du tout. Non, je m'attendais à quelque chose. Je sentais bien qu'il y avait, compte tenu de ce qui s'était passé à la Villa Médicis et de la manière dont mon action à Rome était perçue à Paris, je sentais bien qu'il y avait quelque chose, qu'on se rendait compte que finalement le petit Mitterrand il se débrouille très bien, ça marche, etc. C'est une scène de cinéma, vous la racontez bien, vous entrez dans l'Élysée, on sent qu'il y a ce bruissement où ça se passe bien pour vous, hein, c'est comme ça qu'on est... Je sentais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne pensais pas que ce serait cela. Et puis il y a cette scène extraordinaire où il vous dit ministère de la Culture, et tout, vous dites oui. Il y a pas... oui, tout de suite, oui. Vous l'avez dit comment ? Ben oui. Oui. Et puis on est passé à autre chose. Non, pire, vous ajoutez la communication et en la communication aussi. Ce qui fait très vieux politique roué en fait. Oui, et d'ailleurs il y a eu une petite nuance d'hésitation. Oui, la communication aussi. Ouais. Bon, après, nous allons parler d'autre chose. Ça c'est quoi ? C'est l'ambition quand même ? Non, je dois dire, c'est une capacité que j'ai développée avec le temps à attraper les trains qui passent en gare. Quand le TGV passe très vite et puis qu'il s'arrête une seconde, on monte. C'est une philosophie de vie, l'opportunité au sens... La vie ne repasse pas les plats. Et on ne se rebaigne jamais dans la même rivière. Voilà. On fait deux choses. Je me suis dit, il me propose ça, j'ai 62 ans, ça ne se représentera jamais, je vais pouvoir faire
ce que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises et qui a été quelquefois couronné de succès, mais très souvent qui n'a pas marché, on ne peut pas hésiter. Pourquoi lui, pourquoi vous? Dans les destins politiques, il y a les hasards, il y a les calculs, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi ce mystère personnel. Je crois qu'il y avait deux choses. La première, c'est qu'il me connaissait beaucoup mieux que je ne le connaissais. Il me connaissait parce que son épouse, dont je n'étais pas l'intime, contrairement à ce qu'on a dit, connaissait beaucoup de gens qui me connaissaient bien. Et par ailleurs, il m'avait confié une mission qui, au fond, ne s'était pas concrétisée, mais que j'avais entamée avec une discrétion qui lui avait plu. Et donc, il me connaissait. De toute façon, il connaît très bien tout, et les gens notamment. Et par ailleurs, je pense qu'il se disait qu'attraper un Mitterrand, c'était un bon coup. Et ça, c'est sûr. Dans votre bureau, à côté de ce salon, je crois qu'il y a le portrait de Nicolas Sarkozy et de François Mitterrand, c'est exact? Il y a le portrait de ma mère aussi. C'est deux présidents qui ont tellement compté dans votre vie. Je suis un peu au carrefour des deux. Mitterrand-Sarkozy, on les a tellement opposés. On a dit le premier, c'était la culture Chardonne, Bourget. Pour Nicolas Sarkozy, on a tellement dit Sardou, le Tour de France, ça c'était très le injuste. SMS. C'est injuste d'après vous? Oui, très injuste. Nicolas Sarkozy a un très grand respect pour le monde de la culture. Et on l'a beaucoup ennuyé en voulant lui donner des leçons, en voulant le coincer. Et donc, comme il a un caractère très impétueux, il s'est un peu braqué ou rebellé. Et on en a conclu qu'il y avait un hiatus total entre la culture et Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, le fait de m'avoir choisi, j'espère que c'est un peu une preuve du fait qu'il a un véritable respect, une véritable attirance, une attirance, j'allais dire, de timide pour le monde de la culture. Et alors maintenant, beaucoup de gens disent regardez, il a changé. On dit qu'il lit Proust, qu'il lit Camus, etc. Oui, ça a été il écrit va voir les partout, films de Dreyer, etc. Ouais. C'est vrai ça? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai, et c'est d'autant plus émouvant que c'est totalement sincère de sa part. Mais il faut bien voir qu'il a passé son temps à travailler comme avocat. Vous en parlez un brin paternel, hein? Vous êtes plus âgé, vous êtes... Affectueux. Fraternel plus que paternel. Fraternel, oui. Frédéric Mitterrand, vous êtes membre d'un gouvernement à 3 mois seulement d'une élection présidentielle difficile. On se sent en sursis dans des circonstances comme celle-là? On se sent tout le temps en sursis quand on est ministre. On est tout le temps menacé. Toute la journée, il y a des missiles qui tombent. L'échéance est là. Oui, mais on peut toujours, on peut cesser d'être ministre du jour au lendemain. Il suffit qu'une chose tourne mal. Donc la notion de sursis ne me concerne pas tellement. Il y a eu ces quelques phrases du président de la République en Guyane qui ont étonné, disant « vous ne me reverrez plus », etc. C'était un calcul, c'était un coup de blues, comment vous le voyez? Il faudrait lui demander à lui. C'est pas très, très étonnant de sa part. Et je ne crois pas que ce soit la première fois qu'il ait dit cela. Simplement, dans le contexte de la campagne électorale, cela prend un relief particulier. Chez l'homme politique, vous sentez la capacité de rebond, de repartir à l'assaut, où il y a une usure? Non, les hommes politiques à ce niveau-là sont très différents de nous, Darius. Ils ont une force peu commune. Il est de cette espèce? Oui, il est de cette espèce, oui. C'est quoi, les fauves politiques? Ah non, je ne dirais pas ça. Je ne dis pas qu'ils soient méchants. Ou non, fauve, c'est pas négatif. Non, mais fauve, c'est quand même le fauve est prédateur, le fauve est carnassier. Et ce qui me frappe plutôt chez Nicolas Sarkozy, c'est une certaine fragilité, une très grande sensibilité. Ce qui l'amène d'ailleurs à avoir souvent des positions très tranchées. Mais fauve, je ne l'ai jamais ressenti comme... Je n'ai jamais eu peur de lui. Jamais. Alors que d'autres hommes politiques réputés sympathiques, gentils, sont des tueurs. Mais simplement, ils mettent des silencieux sur le revolver. Blob, blob, comme ça. Tandis que Nicolas Sarkozy, il engueule les gens, mais il ne les tue pas. Vous êtes un gouvernement en campagne. Il y a eu des réélections comme celle de votre oncle
Mitterrand, brillant, était une sorte de père de la nation. Là, c'est visiblement plus difficile. Là, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui pourrait faire chez les Français aimer à nouveau Nicolas Sarkozy? C'est quoi l'argument? Son bilan. Son bilan, le sentiment qu'il tient le choc dans une crise exceptionnelle, extraordinaire, et qu'il n'arrête pas. Ce côté hyperactif, vous croyez que ça peut plaire ou plaire à nouveau? C'est pas tant le côté hyperactif, c'est plutôt le côté énergique et ce refus d'admettre la fatalité de la souffrance et de la difficulté. Oui. Je crois que ça, c'est un élément très important. Votre livre, Le désir et la chance, il aborde tous les sujets de la culture qui n'est pas seulement des Français, mais des francophones, donc il nous touche aussi, les Belges, carrément. Je suis très flatté que vous m'invitiez. C'est l'actualité en général. Celle, par exemple, du téléchargement illégal sur Internet, c'est celle des derniers jours, hein, Mega Upload fermé. Mega Upload, vous l'avez vu. Le président a dit assez justement, mais vous avez vu comment ils sont, les protecteurs de la culture? Types qui roulent dans des Rolls-Royce, qui font dépensent l'argent d'une manière effrayante. Le patron de Mega Upload, donc site de téléchargement illégal, enjeu planétaire énorme, hein, oui. Il a dit que ce sont des mafieux, hein, c'était le mot qu'il utilisait. Vous partagez ça? Je dirais pas que je ne sais pas si ce sont des mafieux, mais en tout cas ce sont des délinquants. Ce sont des gens qui sont des prédateurs, qui prennent les œuvres des autres et qui s'en servent pour gagner de l'argent sans leur reverser quoi que ce soit. Dans la jeune génération, beaucoup disent censure, flicage, FBI... Je sais, mais vous savez, quand on parlait... On se trompe vraiment quand on pense Oui, on se trompe vraiment. Quand on parlait de l'écologie il y a 30 ans, on disait mais tout ça c'est faux, le tabac c'est un plaisir, etc. Toutes ces choses-là, finalement on s'est rendu compte qu'à la longue, qu'il y avait un véritable problème. Et en ce qui concerne l'accès sur la toile, eh bien, il ne faut pas que ce soit un champ de vol, de piratage, parce que ça ne peut vivre, et comme notre culture, nous ne pouvons vivre que grâce aux artistes, et il faut que les artistes eux-mêmes soient protégés, parce qu'autrement il n'y en aura plus. Le monde Internet, c'est pas votre monde à l'origine, c'est pas votre génération. Oui. Vous êtes un homme de la plume, vous écrivez toujours tout. Oui, j'écris toujours à la main en plus. Oui. Il y a des témoignages de vos monteurs qui disaient, vous avez le génie par exemple, sur un coin du banc de montage, écrire sans rature, tout à la main. Oui, j'écris assez vite et sur un banc de montage, oui, ou sur un coin de table. Vous êtes capable de faire une recherche sur Google, de googliser votre nom, vous le faites ça? Ah bah oui, quand même. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, c'est vrai, ça m'était très étranger. Et au début, j'avais une culpabilité épouvantable. Je me disais, mais attends, je suis ministre de la Communication et je sais à peine m'en servir. Bon, alors j'ai pris des cours. Il y a un professeur qui est venu me voir le matin, tout ça, et je me suis pas trop mal dessalé, en quelque sorte. Hein. Donc effectivement, je sais m'en servir. Je m'en sers même d'une manière presque clandestine. C'est-à-dire que le dimanche, par exemple, ici, je fais beaucoup de recherches sur Google, ou sur Internet, tout ça. Et voilà. Mais je veux pas sombrer dans une sorte de lobotomie générale ou de vertige de la technologie qui fait qu'on oublie un certain nombre d'enjeux essentiels, qui sont la protection des droits, la transmission. Par exemple, sur le livre numérique, je trouve que c'est une avancée fantastique de pouvoir partir avec un iPad et d'avoir 100 livres sur l'iPad. C'est une avancée fantastique. Mais je pense aussi que c'est une avancée d'une certaine manière extraordinaire, qui fait que, au fond, je ne renoncerai jamais au plaisir d'aller dans une librairie et d'acheter des livres papier. Au fond, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à concevoir notre vie autrement, mais ce n'est pas une raison pour jeter toute notre vie d'avant par la fenêtre. 2012, année Jean-Jacques Rousseau, alors c'est une grande affaire pour vous, Français, pour nous, Suisses. J'étais au Charmette il y a quelques jours. Vous savez que nous, Suisses, souvent, sommes un peu frustrés. On a l'impression que vous nous annexez Jean-Jacques Rousseau. Il est genevois à l'origine. Vous nous le laissez.
Bon, on vous le laisse, oui. On a failli à 2 ou 3 reprises annexer Genève, cela dit. Bon, et vous nous avez laissé les communes catholiques, ce qui veut dire qu'on n'était pas très loin quand même. Bon. Mais on vous laisse Genève, on vous laisse Jean-Jacques Rousseau. Mais Jean-Jacques Rousseau n'appartient plus à Genève, il n'appartient pas à la France, il appartient à l'histoire de l'humanité. Donc, et c'est d'ailleurs ça qui est important, c'est de faire des grands penseurs, quitte à ce que ce soit des penseurs qui suscitent des polémiques encore, mais de faire des grands penseurs, des grands intellectuels, des grands artistes, des êtres qui appartiennent à l'humanité tout entière. Est-ce que Picasso est espagnol ou est-ce qu'il est français? Non, il est à nous tous. Il y a chez Rousseau un côté très suisse roman avant l'heure, côté peut-être autodidacte, qui se méfie, et qui admire en même temps les beaux parleurs parisiens, les Voltaire et autres. Ça vous touche, ça, chez les Suisses, ça me touche côté, beaucoup. De toute façon, moi je suis suissophile ou helvétophile. D'abord parce que par mes attaches familiales, j'ai beaucoup vécu à Évian, j'allais beaucoup à Genève, j'allais beaucoup à Lausanne. Je fais un film qui s'appelle Les Lumières de Lausanne, où j'essayais d'imaginer ce que c'était que lorsqu'on vivait en France et qu'on voyait les lumières de Lausanne allumées en 1942, par exemple. Bon. Et donc, il y a quelque chose, je trouve que la Suisse a gardé son environnement d'une manière admirable. Je trouve que la Suisse a su très bien trouver, en de très nombreux domaines, l'équilibre entre la modernité et la tradition. Et la tradition. D'ailleurs, ce qui me frappait quand j'allais à Genève dans les années 60, c'est que j'avais l'impression d'aller en Amérique. Il y avait le Movenpick, il y avait des immeubles contemporains, il y avait un souffle de modernité. Et en même temps, dès qu'on s'éloigne un peu de Genève, on tombe sur des villages avec des maisons anciennes et des choses très très jolies. Et j'aime beaucoup la Suisse. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, c'est un des plus beaux jobs d'Europe, peut-être du monde. Il y a peu de choses aussi prestigieuses que ça dans un pays comme la France. Pardon du lieu commun, mais le vent de l'histoire. Quand on est ministre de la Culture, on rencontre sans arrêt Richelieu qui habitait dans cette maison, pas loin d'ici. Oui, enfin, je ne l'ai pas beaucoup rencontré depuis quelque temps. Ça fait à peu près 450 ans que je ne le rencontre plus. Mais... On a un frère de Napoléon qui est là en tableau. De Gaulle, Malraux, qui était vraiment dans votre bureau. On rencontre beaucoup de contemporains, surtout. À quel moment on se sent, le frisson, le vrai frisson, c'est quand? Le frisson du passé m'a toujours habité, donc c'est pas un problème. J'ai toujours vécu avec une sorte de détachement romanesque et mégalomane, sans doute, mégalomaniaque. Là, vous pouvez l'appliquer, votre mégalomanie. Oui, sans problème. Mais au fond, ça ne me rend pas, j'espère, ça ne me rend pas insupportable, parce que j'ai la culture admirative, je ne suis rien à côté de ces gens exceptionnels. En revanche, le ministère de la Culture et de la Communication permet de rencontrer beaucoup de mes contemporains, et des contemporains remarquables, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que je n'aurais sans doute jamais rencontrés si je n'avais pas été ministre de la Culture. Et donc, j'ai une très grande reconnaissance à l'égard de ce statut qui m'est donné. Mais en même temps, je sais que c'est provisoire. Je sais que quand ça sera fini, j'aurai de nouveau de grandes difficultés à les rencontrer, et peut-être même que je ne chercherai pas à les rencontrer. Peut-être que viendra le temps de la méditation et du calme. Vous appréhendez ça? On dit qu'un Tony Blair, après 10 ans de pouvoir, ne savait même pas très bien composer sur son portable. Il y avait une porte-serviette qui lui faisait... C'est ce que beaucoup de gens vous disent. Ils vous disent, moi, tout d'un coup, il faut que je réapprenne à ouvrir une porte. Ouais. Bon, je crois que la vie que je mène dans ce ministère où je travaille avec les membres de mon cabinet un peu comme si nous étions dans un comité de rédaction. Tout le monde rentre à tort et à travers dans mon bureau et je trouve ça très bien. Vous écrivez quand même dans votre livre des choses étonnantes sur la vie de ministre. Vous dites que vous n'avez presque pas de vie, un côté sacrificiel. Oui, ça il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Vous dites même les diableries de la vie d'avant, la vie un peu libre, fini. Oui, fini, oui. Fini, mais ça on l'accepte très bien. Vous savez, la compensation que l'on a... par exemple, là, dans quelques instants, je vais rencontrer un certain nombre d'écrivains français d'une très grande qualité. Je veux dire, bon, ben voilà, on peut très bien renoncer pour un temps X de sa vie à tout un aspect de son existence au profit
au profit de la satisfaction intellectuelle et humaine. Le pouvoir de rencontrer aphrodisiaque dont Johannesque, c'est une légende? En ce qui me concerne, oui. Ouais. Hein, à moins que je l'exerce actuellement sur vous, je ne suis pas absolument sûr, Darius. Bon, vous voyez, dénégation totale. Non, donc. le journalisme, je pose des questions. Donc vous voyez, le pouvoir aphrodisiaque du pouvoir, la puissance aphrodisiaque du pouvoir, elle existe peut-être chez certains, mais moi je ne l'ai pas remarqué. Et en tout cas, si jamais elle existait, je serais assez incapable de l'exercer. L'actualité, c'est aussi les bouleversements dans le monde arabe. On vous a reproché, notamment dans la période de la Tunisie, les mots indulgents que vous aviez eus sur Ben Ali. On a eu raison. Aujourd'hui, c'est une autre page qui s'écrit avec les islamistes qui ont pris une place énorme en Tunisie. En Égypte, je crois que c'est même plus de 70%. Hein. Enfin, ce n'est pas tous les mêmes en Égypte. Hein. Il y a eu des scènes de reportage, on les a montrées sur nos chaînes, où on voit par exemple des jeunes Tunisiens qui disent « Moi, je ne veux pas parler français, c'est plus ma langue ». Ça vous inquiète, ça? Non. Non, ça ne m'inquiète pas. Il y en a toujours eu qui disaient la même chose. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas. Je pense que la France et les Tunisiens de France jouent un rôle considérable dans la relation avec la Tunisie. Ça ne m'inquiète pas. Non. Quand le magazine Time, ça fait quelques années déjà, disait « La culture française, c'est fini », ça revient périodiquement, mais c'est vrai, oui, les mêmes jeunes qui toute la utilisent journée, Mega Upload parlent anglais. Toute la journée, on dit que la culture américaine est impérialiste. Toute la journée, on dit que c'est le déclin de l'Amérique. Tout ça, ce sont des choses qui sont très, très relatives et qui méritent d'être regardées en perspective. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment, en tant que ministre de la Culture français, que la culture française est en déclin. Frédéric Mitterrand, la chance, aussi la malchance parfois, vous avez eu les hauts et les bas, on parlait de polémique sur la Tunisie, la polémique sur la mauvaise vie, vous avez aussi subi la guerre médiatique à bien des reprises. Un jour, vous écrirez ça très librement, je veux dire... Oui, certainement. Certainement, mais je me fixerai des limites, c'est-à-dire j'essaierai d'être un peu gentleman quand même. Les gens qui m'ont fait confiance ou qui m'ont fait du bien, je ne les attaquerai jamais. On a l'impression que vous êtes un mélange dans votre fonction et très distancé. Hein, vous vous observez vous-même. Heureusement que j'ai cette dimension romanesque qui me permet de ne pas... Parce qu'autrement, on souffre beaucoup quand on est ministre. Alors, il y a des ministres qui ne souffrent pas, qui sont des forces de la nature. Ouais. Le détachement romanesque permet de voir les choses un peu plus tranquillement. Vous avez 64 ans, oui. Plusieurs vies derrière vous, avec ce destin étonnant et quelque chose presque d'improbable, hein, de vous voir là, comme ça, au milieu de ces dorures, quand on voit d'autres images de vous. Vous voulez dire que je suis une erreur de casting? La chance suivante, ça peut être quoi? Mais la vie est une chance. La vie est une chance. Donc moi, je prends tout comme une opportunité formidable. Donc, ne disposant plus d'un certain apparat, d'un certain nombre de facilités très exagérées, mais qui sont réelles malgré tout, qui sont l'apanage du pouvoir, j'en aurai d'autres. Vous savez, quand on écrit, quand on fait des films, quand on fait des émissions de télévision, on est libre jusqu'à ce que la vie s'arrête. La leçon, c'est quoi? Tout est possible? Tout est possible, mais il faut ajuster son comportement aux chances que la vie vous accorde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout est possible que tout est profitable, ou qu'il faut... C'est pas parce que tout est possible qu'il faut profiter cyniquement de tout. Monsieur le ministre, merci. On vous lira Le désir et la chance chez Lafon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darius.